Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On est heureux d'être avec vous sur Europe 1. Il y a Marc Toiti, économiste, qui est avec nous parce que c'est vrai qu'on entend plein de choses. Et puis la bourse est repartie un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc on va en reparler. J'aimerais qu'on explique aux Français qui nous écoutent sur Europe 1 clairement, vraiment, ce qui se passe, parce que c'est vrai que moi je comprends rien, par exemple. Je vais vous dire la vérité, moi je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien, vraiment, je ne comprends rien. Si ce n'est qu'on nous fait peur. La seule chose que je me dis, c'est est-ce que je peux aller encore retirer 20 € tout à l'heure, ou bien est-ce que, voilà, oui, ça ira. Pour l'instant, ça ira. Bon, non, le problème, c'est que justement, on joue avec les peurs et on joue avec justement le manque de culture économique et financière des Français. Et donc voilà. Moi, je n'ai aucune culture économique. Non, mais je suis là pour ça. Justement. Il y a ma chaîne YouTube également, Cyril. Bien sûr, j'adore. La chaîne YouTube, on peut le dire. La chaîne YouTube de Marc Toiti, allez le voir. Non, mais c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Mais quand je vous dis que c'est le meilleur, je confirme. C'est le meilleur. Vous allez me faire rougir. Mais de loin. Mais vraiment. Moi, si un jour, le prochain président, il faut qu'il ait des mecs comme ça à côté de lui. Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est une proposition d'embauche ? Non, voilà, je le dis. C'est les cabinet. Non, mais le problème, c'est que j'ai été sollicité plusieurs fois dans ma carrière. J'ai quand même 30 ans de carrière. Je ne dirais pas comme ça, mais. Par qui vous avez été sollicité ? Bref, et. Par François Hollande. Non, pas par François Hollande. Ceux qui étaient avant. Vous avez dit non à chaque fois ? En fait, je pensais qu'il allait avoir quelque chose de concret derrière. En fait, non, il n'y avait rien. Mais puis surtout, il voulait pas baisser la dépense publique. Non. Ça, c'est un mal structurel. Moi, je mets un mec comme ça. De gauche, du centre. À chaque fois que je propose, il faut baisser un peu la dépense publique. Ah bien non. Non, ça c'est pas possible, sinon on a tout le monde dans la rue. Et donc voilà, et encore l'actuel, depuis le début, il n'y a aucune volonté de baisser la dépense publique. Donc, contrairement à ce qu'il disait dans sa campagne de 2017. Mais moi, justement, en 2017, j'étais surpris parce que dès 2017, on m'a dit non. On ne baissera pas la dépense publique. Et donc, à partir de là, on est un peu bloqué. Donc, ça veut dire qu'on dit des choses, entre guillemets, sous les ordres du pouvoir qu'on n'entend pas, et après, on dit d'autres choses à l'antenne, puisque quand ils viennent faire des discours, ils nous disent qu'ils vont baisser la dépense publique, et vous dites que... Mais regardez, le budget actuel... On croit tous que la dépense publique a baissé, ce qui est complètement faux. C'est faux. Ça a continué d'augmenter, simplement elle a moins augmenté que ce qui était prévu. Donc on joue comme ça. Alors là, ce qui était complètement fou dernièrement également, c'est sur le fonds défense. C'est un autre sujet, mais là j'étais quand même estomaqué. Il y a des journalistes économiques, on ne donnera pas de nom, mais bon, sur quasiment toutes les chaînes, les chaînes info notamment, qui disaient « Ah là là, ça va ramener entre 10 et 15%. » Alors que ce fonds sur la défense, il n'y a pas de capital garanti, il n'y a même pas de taux d'intérêt garanti, et il faut le bloquer 5 ans. Il n'y a pas d'avantages fiscaux, il n'y a rien. Et là, les journalistes vous disaient, ça va ramener entre 10 à 15%. D'où ils sortaient ce chiffre ? C'était complètement faux. Même Madoff n'avait pas osé. Parce que Madoff lui disait entre 8 et 12%. Vous voyez ? Mais en tout cas, c'est pas sérieux. Comprenez, c'est la Pravda, c'est-à-dire on doit sortir des éléments de langage, vous voyez. Voilà. Là, il y a Olivier D'Artigol qui se réveille. Vous citez les belles références. À partir de là, on ne regarde pas la réalité en face. Et donc, je pense que c'est très important, et c'est pourquoi que cette chaîne YouTube, qui maintenant on est à 223 000 abonnés, donc c'est top. Énorme. Mais parce que justement, il y a ce besoin de culture économique. Je suis persuadé que si on parle d'économie et on montre les choses simplement avec pédagogie, ça peut passer. Et là, on pourra certainement sauver la France. Alors, on va expliquer ce qui se passe avec les États-Unis avec les États-Unis. Et les nouveaux tarifs douaniers. Avec l'oncle Sam. Exactement, avec l'oncle Sam. J'ai en ma possession le Reciprocal Tariffs. Pardon ? Le Reciprocal Tariffs du douane. China. C'est-à-dire en Chine. Dites, c'est des droits de douane, en fait. Exactement. Voilà. Alors, j'ai le tarif charged to the United States in all vous prenez ce que vous dites. Manipulation and trade with small barriers. Et j'ai le USA Discounted Reciprocal Tariffs. Ça va. Ah, il est fluent. Ah ouais, easy. Bon, on va donner des cours d'anglais aussi. Alors, j'ai en ma possession le tariff charge to the United States of America. Yes. Non, donc j'ai rien compris. 67%. C'est quoi 67% et 34%? En fait, Trump a dit voilà, comme les pays, par exemple la Chine ou l'Europe, etc., manipulent plus ou moins leur taux de change, qu'ils ont des droits de douane masqués, etc., voilà combien ça nous coûte. Et donc lui, il dit on va nous mettre des droits de douane en face pour équilibrer. Voilà. Et là, les droits de douane que met Trump sont effectivement réels. Donc, c'est assez amusant parce que quand on voit la réponse de l'Union européenne, justement, donc il nous a, il a créé des droits de douane de 20% pour l'Union européenne. Et pour tous les pays de l'Union européenne. Ce qui est énorme. Mais, encore une fois... Il nous reproche la TVA, par exemple. Surtout, il veut négocier. C'est-à-dire, et on l'a vu,
Donc dans la semaine dernière, là, quand même, je crois hier ou avant-hier, les dirigeants français notamment ont dit on va vous faire mal, etc. Et là hier, Madame von der Leyen, c'est parce que c'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui décide si on fait des droits de douane ou pas. Elle a dit non, finalement nous on fait pas la surenchère, on met pas de droits de douane, et donc au contraire on va réduire sur certains produits américains. Donc globalement, on comprend qu'il vaut mieux s'entendre avec eux. Pourquoi ? C'est très simple. Aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on exporte, nous, vers les États-Unis ? Nous, les Européens, notamment des voitures, donc des produits manufacturés avec de la valeur ajoutée pour nous, de l'agriculture, les produits agricoles, etc. Bref. Alors que les Américains, ils exportent vers chez nous de l'énergie. Et nous, on n'a pas suffisamment d'énergie, notamment les Allemands. Mais quand je vois d'Artigol, je vous le confirme. Donc, voilà. Donc, si jamais on s'amuse à augmenter les droits de douane sur l'énergie, qui va payer à la fin ? Qui ? C'est le consommateur. Le consommateur. Donc, ça va faire augmenter de l'inflation. Et en plus, nous avons des excédents commerciaux par rapport aux États-Unis. Par exemple, pour la France, l'un des rares pays avec lesquels on a des excédents, ce sont les États-Unis. Donc, si à partir de là, on fait une surenchère de droits de douane, on va avoir encore plus, effectivement. Mais alors, quelle réaction on peut avoir pour quand même marquer le coup ? Parce que justement, ça nous impacte malgré tout. Bien entendu. Il faut justement, aujourd'hui, je pense, trouver des accords avec Donald Trump, parce que lui, c'est ce qu'il veut, il est dans la négociation. Pays par pays. Dans la négociation, non, avec l'Union européenne, parce que ça, Musk aussi. Ça, on ne le sait pas. C'est que on ne peut pas, par exemple, nous les Français, dire nous on met des droits de douane et pas les Italiens, parce qu'on est dans l'Union européenne. On est dans un cercle justement fermé. Mais il y a une union. Donc c'est l'Union européenne qui va décider ou non de mettre ces droits de douane. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y a les droits de douane et en plus l'euro s'est apprécié. Donc quand l'euro s'apprécie, ça veut dire que nos exportations elles sont encore plus chères. Donc pour nous, c'est la double peine. On a les droits de douane et en plus l'euro qui s'apprécie. Donc les exportateurs, ils vont avoir encore plus de mal et c'est là où effectivement ça nous concerne tous, puisque c'est à ce moment-là on a moins d'activité économique. Déjà elle est pas formidable. On est quasiment en récession. À ce moment-là il y a moins donc d'activité, donc plus de chômage, des déficits qui augmentent, la dette qui augmente et c'est là où c'est un cercle pernicieux extrêmement dangereux. Marc Toiti, c'est la triple peine parce que vous avez commencé à l'évoquer, mais nous, les entreprises, elles ont des impôts qui augmentent. Exactement. Quand face à nous, il y a les États-Unis avec les droits de douane et il dit en échange, je vais baisser drastiquement les impôts. Exactement. Et d'ailleurs, drastiquement. C'est très intéressant de voir que beaucoup d'entreprises ont déjà franchi le pas, notamment les entreprises françaises. Notamment, on en a parlé dernièrement, CMA-CGM, dont le PDG est un grand ami d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il était voir Trump dans le bureau ovale en disant écoutez, moi finalement, je vais investir aux États-Unis 20 milliards de dollars. Je suis pas sûr qu'il écoute le président qui lui demande d'arrêter d'investir aux États-Unis. Alors voilà. Donc c'est très surprenant, c'est-à-dire que bon, je sais pas s'ils sont toujours amis, mais en tout cas à l'époque ils l'étaient. Et donc finalement, il lui dit je t'aime bien, mais finalement, je vais quand même investir aux États-Unis. Mais pourquoi on ne baisse pas les impôts en France ? Voilà, c'est ça on le problème. a eu 2 budgets. Pedro Barnier, ils augmentent les impôts. Michel Barnier, qui vient de la droite, augmente les impôts. Mais parce qu'ils n'ont pas de courage. Et plutôt que de baisser la dépense publique, ils préfèrent augmenter les impôts. On sait très bien que ça ne va pas marcher. Que si vous augmentez les impôts, ça c'est ce qu'on apprend, c'est la base de l'économie. Si vous augmentez les impôts, vous allez casser l'activité économique. Donc, c'est ce que j'ai dit. Vous allez réduire ce qu'on appelle l'assiette fiscale. C'est le B.A.B.A. Donc vous allez ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, vous aurez moins de recettes fiscales et plus de déficit. Comment on explique ce mal français ? Parce que, encore une fois, on n'a pas le courage de réduire la dépense publique. Et quand je dis la dépense publique, c'est pas les hôpitaux, c'est pas tant. C'est les dépenses de fonctionnement. Parce qu'on dit toujours en France, oui, mais on a beaucoup de social, donc faut protéger. Alors voilà, oui, mais alors justement, les dépenses sociales, les prestations sociales, c'est à peu près effectivement 40% des dépenses publiques. Mais quel est le deuxième poste ? Le deuxième poste, ce sont les dépenses de fonctionnement. Non. 32%. Vous voyez, tout à l'heure, vous parlez des notes de frais. 32% des dépenses publiques. Donc c'est là-dedans qu'il faut taper. Mais évidemment. Évidemment. Puis là, vous savez ce qu'on appelle les... Donc c'est le fameux open space à Nouna, où on réunit tout le monde au même endroit. Oui, mais pas seulement. On a des comités, ce qu'on appelle les comités Théodule. On embauche des gens, c'est pas... De temps en temps, ça c'est fini. C'est incroyable. Vous avez ce qu'on appelle également les ODAC. Organismes divers d'administration centrale. C'est donc des organismes centraux, bref, on ne sait pas trop. Alors certains, on sait à quoi ça sert, mais la moitié, on pourrait s'en abstenir. Donc les ARS aussi ? Ça coûte 150 milliards d'euros par an. C'est énorme. Non, mais arrête. Ouais. C'est les chiffres de l'INSEE, j'invente rien. Vous avez chiffré à quoi je ne dis pas qu'on va tout supprimer, mais même si on enlève 50 milliards, et ces 50 milliards, on les redonne aux Français en réduisant les impôts du même montant de 50 milliards. Donc les solutions, elles existent. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que le match, on l'a déjà perdu, puisque les Américains notamment, mais pas seulement, même les Chinois, ils ont justement réduit leurs impôts et surtout, ils ont innové. Regardez, quand on parle aujourd'hui, les moyens de rétorsion par rapport aux Américains, on dit on va faire mal aux GAFAM, vous savez, ce qui est l'Internet, etc. Pour si vous faites ça, qui va payer ? Encore une fois, c'est le consommateur. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Bien sûr. Combien de GAFAM françaises il y a ? Zéro. GAFAM européenne, zéro. Donc ça, on paye les erreurs de nos dirigeants pendant des années, justement, qui n'ont pas innové, qui n'ont pas favorisé l'investissement. Et c'est ce que nous payons
aujourd'hui. Et donc, encore une fois, c'est ça le drame. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, je sens bien ce qu'est en train de faire Trump. Il va faire certainement des accords avec la Chine, avec l'Inde, et nous, on va être les dindons de la farce, comme d'habitude. Et donc, c'est ça qui est très dangereux aujourd'hui, et avec des impacts, encore une fois, concrets, sur l'emploi et évidemment les salaires, les revenus, le chômage et l'inflation qui continue. Concernant Donald Trump, est-ce que c'est l'art du deal dans sa version très hard et il crée du rapport de force, 50 pays ont voulu négocier en direct avec lui le week-end dernier, ou est-ce que c'est un idéologue maintenant protectionniste, et y compris les premiers de ses soutiens, marchés financiers, fonds de pension, première banque américaine, disent on ne sait pas où il nous amène, mais c'est très dangereux. Est-ce qu'il y a une prise de danger dans ce qu'il fait ? Oui, il est en train de prendre un pari extrêmement risqué. Son pari, il est très simple. Il est en train de dire je vais mettre des droits de douane et j'espère que les entreprises américaines déjà, mais également étrangères, vont revenir aux États-Unis, vont produire aux États-Unis. Donc ça peut fonctionner. On le voit. Une Tesla sur 2 est en Chine aujourd'hui. Non, mais justement, c'est ça l'enjeu. C'est qu'on va pouvoir ramener une partie de cette production aux États-Unis. Alors après, le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait la main-d'œuvre et surtout, ce qui va les attirer. Il faut être clair, parce qu'aujourd'hui, quand on produit une usine, etc., c'est beaucoup de machines. Bien sûr. Ce qui va les attirer, c'est la baisse des impôts. Donc ça, là, on parle beaucoup des droits de douane, mais à la rigueur, ça, c'est la partie imagée de l'iceberg. Le plus important, c'est la baisse des impôts. Et tous les pays du monde, parce qu'on parle des Américains, tu prends le Portugal, vous prenez le Portugal, vous prenez l'Italie. Ils ont réduit leurs impôts. Et comme par hasard, les investisseurs sont revenus, la croissance est revenue, ils ont même un excédent public. Parce que les Italiens ou les Portugais ont eu le courage de baisser la dépense publique. Si vous voulez, c'est mathématique. On ne peut pas baisser les impôts sans baisser la dépense publique, sinon le déficit va exploser. Et c'est ce qu'on voulu faire à un moment. Pourquoi Emmanuel Macron ne le fait pas alors parce qu'il est dogmatique. Pour moi, c'est pas compliqué. Le match États-Unis, le match États-Unis, zone euro ou France, c'est le pragmatisme contre le dogmatisme. Nous, on est très bon pour mettre des réglementations, on empêche de tourner en rond, etc. On veut pas émettre du CO2. Oh, très bien. Oh, alors là, on est très bon. Mais ce que j'appelle le mourir guéri. C'est-à-dire qu'effectivement, on respecte toutes les règles, mais on est mort. Donc c'est ça qui est très dangereux. Et de l'autre côté, alors je dis pas que le modèle américain c'est le meilleur. Moi, je pense que le modèle français à la base c'est le meilleur. Oui. Mais quand il marche, malheureusement, il marche plus aujourd'hui. Et quand on parle, il y a un chiffre très simple. On voit sous Emmanuel Macron, la dette publique a augmenté de 1000 milliards. Sur la même période, le PIB, c'est-à-dire la richesse qu'on crée en France, augmenté de l'inflation, augmenté d'environ 650 milliards. Il manque 350. Et moi, c'est pas chez moi. Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que si on fait de la dette, mais qu'on crée de la richesse, on crée des emplois, on a le plein emploi, et la pauvreté baisse. On dit, bon, où est le problème ? Mais après le Covid, on avait dit qu'on allait relocaliser les entreprises en France. Mais c'était du marketing. Benaïm, encore, vous avez le cœur pur, Benaïm. Non, mais justement, la réindustrialisation. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on n'a pas fait. Pointez toujours du doigt des gens. Quand on dit réindustrialiser le pays, c'est une très bonne idée. Notamment l'industrie pharmaceutique, qu'on avait dit qu'on allait la rapatrier en France. Comment vous voulez réindustrialiser alors que vous augmentez les impôts ? Bien sûr. Les entreprises vont vous dire, attendez les gars, moi je veux bien, mais il n'y a pas la main-d'œuvre non plus. Mais il n'y a pas eu de politique de l'offre ? Ça fait mal. Il n'y a pas eu la baisse de l'impôt sur les sociétés ? Ça, c'était du marketing. Il y a eu effectivement une flat tax. Il n'y a pas eu. Le problème, c'est que quand on regarde au niveau macroéconomique, c'est-à-dire global, la pression fiscale a quand même augmenté malgré ces baisses d'impôts. Donc on a baissé d'un côté, mais réaugmenté de l'autre. Par exemple, ce qu'on appelle les impôts sur la production. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, vous n'avez même pas fait de profit, vous n'avez même pas décalé d'argent. Tac, déjà. On paye déjà des impôts sur la production. Parce que juste vous existez. C'est horrible. Évidemment, il y a un problème. On est l'un des rares pays au monde où il y a ça. Donc il y a une distorsion de concurrence. Donc ça devait être supprimé. Et c'est toujours là. Après, aux États-Unis, il y a quand même des grands patrons qui commencent à flipper de ce que fait Trump, notamment Musk, puisque on avait dit que il serait main dans la main, mais pas visiblement là. Le conseiller économique de Trump. Ce qui est clair, c'est que le protectionnisme, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé justement entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les pays se sont repliés sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, vous êtes un petit peu en autarcie. Et donc, vous regardez l'autre. C'est l'inflation. Les Américains ont peut-être Emmanuel Macron il y a également l'inflation. vient de réagir.